Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue sur Belgocam 21 TV. Au sommet de cette émission de géopolitique, la portée internationale du discours du président de la République du Cameroun, la guerre en Ukraine. La Russie a-t-elle affaibli l'Occident? Monsieur Toga, bonsoir. Bonsoir et merci une fois de plus de l'invitation. En prélude au discours du chef de l'État de la République du Cameroun à la jeunesse au 11 février prochain, Belgocam 21 TV revient sur la portée du discours du président de la République du Cameroun du 31 décembre dernier. Lors de son discours à la nation, le président de la République du Cameroun a dit que le Cameroun a relevé plusieurs défis pour converger vers le progrès. Est-ce que les Camerounais de l'extérieur perçoivent ce progrès? Il serait difficile pour les Camerounais de l'extérieur de percevoir concrètement les progrès, fussent-ils tangibles sur le territoire camerounais. Mais cela n'empêche qu'ils portent leur regard sur l'évolution en termes de développement de ce pays-là. Et parlant des progrès, me référant au discours du président de la République, il en a énuméré quelques-uns, à savoir le barrage hydroélectrique de Nachtigal, les différents ponts qui ont été construits, je pense, il y a 2 ans, le photovoltaïque de 400 qui permet l'électrification de 40% de 3 régions, les 3 régions du Grand Nord. Et donc, il en a énuméré quelques-uns qui, ma foi, ont pris du temps à se réaliser. C'est ce qui empiète un peu cette perception que la diaspora peut porter sur l'évolution des progrès que pourrait connaître le Cameroun. Et donc, la perception, elle est mitigée ici en termes de progrès que le Cameroun a à son actif. Mais sans vouloir faire l'avocat du diable, s'il en est, je ne sais pas, mais je dois dire que le gouvernement camerounais travaille à ce que, comme il le rappelle dans son discours, le bien-être de la population camerounaise soit une réalité. Et c'est pourquoi, comme il le dit si bien, ils mettent en place les différents projets pour l'amélioration du quotidien de nos concitoyens. Et nous, de la diaspora, on s'en aperçoit dans la mesure où le coût de la vie qui ne fait que augmenter, mais les engagements à soutenir ou alors à non pas agacer la population avec une augmentation des impôts permet de dire ici que le Cameroun s'engage de façon clair à subvenir aux petits besoins de son citoyen au travers des subventions, par exemple, sur les produits de première nécessité, à savoir, n'est-ce pas, le pétrole, qui est une matière essentielle pour ne fût-ce que l'usage domestique, dans la mesure où Eneo ne laisse pas les Camerounais avec une électrification chancelante. Et donc, si aujourd'hui, comme il en a parlé, les matières de produits pétroliers qui connaissent une certaine raréfaction et qu'on parle de raréfaction, on voit bien une augmentation des prix de cette denrée-là. Et le Cameroun, à travers la subvention des 1000 milliards qu'ils ont engagés en 2022, comme l'a rappelé le président de la République, de 640 par là, milliards qu'ils ont mobilisés pour subventionner les produits pétroliers, on se rend bien compte que il est au fait de ce que les Camerounais vivent dans des conditions quelque peu difficiles, mais cela a des explications comme il a eu à l'expliquer. Maintenant, ceux de la diaspora, est-ce qu'ils prennent le pouls de ce qui se fait sur le territoire camerounais? Je doute fort parce qu'on est quelque peu animé par des
idéologies quelque peu divergentes qui empiètent un peu dans notre manière de voir les choses ou alors notre manière d'apprécier le progrès. C'est pourquoi si vous êtes en appartenance avec l'idéologie politique du président de la République, vous conviendrez avec moi que vous n'aurez certainement qu'un discours qui montre que le président travaille dans ce qu'ils ont qualifié aujourd'hui de progrès, mais au regard des différents ministères, on se rend bien compte qu'il y a des petits couacs qui freinent un peu le développement du Cameroun, comme on aimerait le voir, comme ça se fait dans les pays où nous sommes. C'est pourquoi, en ce regard, il est biaisé dans la mesure où les individus ne sont pas pareils. Ceux qui travaillent n'ont pas la même philosophie de la gestion de la chose publique, n'ont pas, par exemple, le souci du prochain dans la mesure où on aimerait aussi partager ce bonheur que nous avons. Et donc, le président de la République dresse un constat qui, ma foi, est réaliste, qui s'assoit sur les faits dans la mesure où les partenaires du Cameroun ont sorti des rapports, ont émis des rapports qui montrent que l'évolution du Cameroun est quelque chose de concret. On passe d'un taux de développement qui peut avoisiner les 5% et donc, selon les chiffres de la Banque mondiale, on voit bien que l'Institut national de la statistique, bien qu'ils émettent le fait que l'inflation au Cameroun est autour de 7,7%, on voit bien que le Cameroun, pour stabiliser, n'est-ce pas, cette inflation-là, a engagé des fonds pour soutenir cette population qui pourrait se retrouver dans la rue si aujourd'hui elle se voit un peu menacée dans sa quotidienneté. M. Etoga, le chef de l'État, dit dans son discours que la persistance de la guerre en Ukraine a un impact sur les prix des denrées alimentaires. Comment le Cameroun peut-il améliorer cela? C'est vrai, quand on parcourt l'entièreté du discours du président de la République, on a tendance à croire qu'il incrimine, n'est-ce pas, les méfaits, les effets des événements conjoncturels sur l'évolution du Cameroun. C'est en cela que je pense que si on continue à poser un diagnostic aussi, de mon point de vue, simpliste, on tournera en rond. Et donc, vous me parlez de l'amélioration. J'aimerais apporter ici ma modeste contribution dans la mesure où, tout d'abord, j'aimerais faire un constat, je pense que vous allez le partager. La logique qui commande, n'est-ce pas, la destinée de notre nation est, de mon point de vue, biaisée. Elle est un peu faussée, elle est un peu en décalage de ce qui devrait normalement nous aider. Ce n'est pas pour dire que le président de la République n'a pas forcément la meilleure vision, mais c'est pour montrer que la contextualité dans laquelle nous sommes ne cadre pas forcément avec demande, j'aimerais plutôt utiliser cette formule-là, demande une adaptabilité des comportements idéologiques qu'on pourrait greffer à un développement qu'on aimerait avoir. Et c'est en cela que je considère que le président de la République, posant ce diagnostic-là, qui, ma foi, est fondé, mais les recommandations qu'il adresse à son gouvernement est quelque peu, enfin pour lisser le concept, pour dire est quelque peu fragile dans la mesure où il ne va pas à la rudesse de l'effort qu'il faut véritablement avoir, la confrontation avec, n'est-ce pas, la communauté internationale. Je ne sais combien de fois il a interpellé dans ses différents discours, à savoir ce discours à l'adresse de la nation et le discours à l'adresse au corps diplomatique. Et non, cette confrontation-là, qui est inéluctable quand on parle des pays africains, ne saurait être réfutée. Et si vous me demandez comment améliorer cela, il faille que les dirigeants sortent de la logique de mendicité économique. Le président de la République, en posture de mendiant de la paix, moi je le vois aujourd'hui en mendiant économique, dans la mesure où il dit dans son discours de fort belle manière que les moyens d'accès au financement se sont resserrés.
et ce qui a un impact sur l'établissement ou alors la continuation des projets que nous mettons en route sur le continent africain et corrélativement sur le territoire camerounais. De ce point de vue-là, que faut-il faire? Est-ce qu'il faille continuer à mettre en place des systèmes de mendicité innovants ou alors mettre en place une idéologie qui sort de ce carcan de mendicité qui voudrait tout simplement que si on a un besoin de route, il faille établir un système de collecte de fonds au niveau international pour engager le processus de construction de la route et satisfaire aux besoins de nos populations. Et c'est en cela que je diverge fondamentalement avec les horizons que le président de la République dresse pour le territoire camerounais. Et moi, de mon point de vue, j'interpelle non pas le président de la République, lui qui a la sagesse nécessaire pour comprendre tout cela et savoir que la confrontation, on va revenir dans son discours certainement, la confrontation n'est pas idyllique. Parce que la confrontation amène tout un ensemble de choses, à savoir les conflits et consorts. Et le président, dans sa stature, essaye d'éviter les conflits. C'est pourquoi, de mon point de vue, il reste dans cette logique-là, bien qu'il les mène. Il a à cœur l'émancipation indépendantiste du citoyen camerounais, dans la mesure où il faille réfléchir à un nouveau modèle de gouvernance, à un nouveau modèle de financement de nos projets, à un nouveau modèle de structuration de nos projets. Et cela interpelle naturellement les économistes qui, de mon point de vue, comme le financement et l'argent est l'honneur de la guerre, doivent réfléchir à ce que le franc CFA ne répond plus fondamentalement à nos besoins. Est-ce la peur du président de la République à poser ce diagnostic froid et comprendre que si on n'a pas une planche à billets comme les différents pays développés qui constituent la communauté internationale, on aurait, ou alors on n'aura pas forcément accès au financement dont il se veut aujourd'hui le mendiant économique. Et c'est pourquoi, de mon point de vue, le président de la République pose un bon diagnostic, mais il occulte la solution la plus idoine, celle de sortir du franc CFA et de faire du Cameroun un pays indépendant sur le plan économique qui lui permettra naturellement de poser des structures à même de mettre en place ou alors de construire des politiques économiques qui aideraient le Cameroun à se développer. Le conflit israélo-palestinien est loin des frontières du Cameroun, mais c'est un conflit qui a des conséquences sur les prix de produits des grandes consommation, notamment pétrolier. L'on pourrait se poser la question de savoir quels sont les liens commerciaux que le Cameroun entretient avec Israël. C'est une question au regard de la coopération que le Cameroun lie avec ce pays qu'est Israël. De par mes recherches, je ne suis malheureusement pas tombé sur une documentation qui me permet ici de dire que le Cameroun tisse des liens commerciaux avec Israël. Mais au regard de l'entièreté de l'Afrique, il s'avère que Israël est à 650 milliards de dollars investis sur le continent africain et le Cameroun, malheureusement ou heureusement, n'est pas forcément impliqué dans les financements en termes de liens commerciaux. Mais le plus intéressant ici, c'est de voir le lien de la coopération militaire ou sécuritaire que le Cameroun et quelques pays africains tissent avec ce pays qu'est Israël. Et ce lien, il se veut fort parce qu'il encadre certains domaines de sécurité qui sont quelque peu névralgiques pour les pays africains. On a ici, en l'occurrence au Cameroun, le BIR, qui est une unité militaire de force spéciale, qui est managée, non pas dans son entièreté, mais en termes de formation spécifique par les différents stratèges ou alors militaires spécialistes de ce domaine-là au niveau d'Israël. Et donc la coopération entre le Cameroun et Israël n'est que fortement palpable en termes de sécurité. C'est pourquoi je m'avancerai à dire ici que si aujourd'hui
par exemple, la voix du Cameroun est quelque peu chancelante sur la position de notre pays sur la question de la Palestine, on se rend bien compte qu'on peut avoir un coup d'État à n'importe quelle heure parce qu'ils sont au fait au cœur de notre sécurité. Et donc, on voit bien ici que les intérêts, comme on parlait dans la précédente émission, les intérêts empiète un peu le discours diplomatique ou alors la volonté diplomatique. Ce n'est pas la diplomatie qui est le problème, mais ce sont les intérêts qui convergent vers une production de quelque chose de concret pour la résolution des conflits. Dans un futur proche, le Cameroun accédera au statut de pays exportateur d'électricité. Le Cameroun multiplie les produits à l'exportation. Est-ce que c'est la fin des coupures d'électricité? À la lecture et à la compréhension du discours que le président de la République, son Excellence Paul Biya, nous a fourni, on peut dire que oui, parce qu'il est le plus informé de nous tous. Mais au regard du timing que prend l'exécution de ces différents projets-là, on peut être dubitatif du discours présidentiel dans sa matérialité sur le terrain au regard, je me répète à dessein, de ses collaborateurs qui l'accompagnent, comme lui-même dans son discours a fustigé certains. Et cela me permet de dire ici que les mesures prises pour l'électrification du Cameroun sont louables, sont même à magnifier dans sa plus grande expression. Mais ici, force est de constater que les exécutants des décisions du président de la République n'accompagnent pas véritablement le souhait que le président de la République a de laisser le Cameroun dans ce statut d'exportateur d'électricité. Et donc, vous me permettrez non pas de douter de la capacité du président de la République à tenir ses promesses, mais de la capacité de ses collaborateurs à le conforter dans les promesses qu'il adresse à la population. En ces termes-là, je prendrai l'exemple de notre fameux ministère des Travaux publics pour montrer ici qu'on a bien bitumé 700 km de route, mais quand vous parcourez l'ensemble des projets routiers sur l'année, vous vous rendez bien compte que les projets sont énormes, les décaissements sont énormes, mais in fine, c'est une souris qui est accouchée quand le président de la République nous annonce les kilomètres de route bitumée, mais les montants débloqués ne permettent pas de dire qu'on a eu quelque satisfaction que ce soit. Et donc, la volonté présidentielle hier, les collaborateurs qui accompagnent le chef de l'État, ils sont en poste, il ne reste qu'à eux d'avoir ce sursaut patriotique et d'avoir à cœur de laisser leur nom dans la construction de l'histoire Cameroun pour qu'on ait ce souhait présidentiel de laisser le Cameroun comme exportateur d'électricité se matérialiser, auquel cas je doute fort que ce soit réaliste parce que les calculs politiques vont, de mon point de vue, empiéter dans ce souhait présidentiel qui, aujourd'hui, sonne comme campagne présidentielle. Et donc, ce n'est pas de ma faute si je m'aventure dans cette analyse-là, mais on est tout comme dans une annonce de campagne qui montrerait qu'on est parti de là, on se retrouve ici, et il n'y a rien de concret je ne dirais pas rien de concret dans le discours présidentiel, je dirais qu'il n'a pas été aussi clair qu'il aurait pu l'être dans la mesure où il a les chiffres qu'il faut pour nous dire clairement ce qu'il en est de la production d'électricité au Cameroun. Il renvoie le citoyen camerounais à aller chercher lui-même l'information qui se veut logée dans une opacité incroyable parce que les différents ministères qui, de mon point de vue, ont des directeurs de communication ne font aucunement leur travail pour informer, n'est-ce pas, la population sur l'évolution des différents chantiers dans lesquels l'État Cameroun est engagé. Et c'est pourquoi vous voyez ici la non-présence de l'État Cameroun sur les réseaux sociaux, réseaux
numérique où les Camerounais s'informent à profusion démontre à souhait qu'on vit dans une opacité qui construit, n'est-ce pas, une manipulation de la masse et qui aiderait, n'est-ce pas, les politiciens à conforter leur politique, à conforter leur position, à conforter leur idéologie, parce que c'est Rousseau qui le disait, mal informé, le peuple est sujet, bien informé, il est citoyen. Est-ce que le président a à cœur de laisser une population citoyenne et que ses collaborateurs qui l'accompagnent ont à cœur de laisser une population sujette? C'est pourquoi vous me permettrez ici de tout simplement dire qu'on accompagnera le président de la République dans l'exécution de ses missions, l'exécution de ses projets, mais à quel prix? Est-ce qu'il faille que le citoyen camerounais se retrouve dans la rue pour qu'il comprenne que les collaborateurs qui l'accompagnent ne font pas manifestement du bon boulot? Et c'est pourquoi je m'arrêterai ici pour dire que le président de la République fait son travail. Est-ce qu'il doit surveiller l'entièreté des Camerounais pour montrer que tout va comme il le faut? Et c'est pourquoi je pense que le président de la République, son Excellence Paul Biya, est quelque peu au fait du comportement du Camerounais. C'est pourquoi il ne s'avise pas à donner de façon concrète les chiffres qui n'aideraient pas à la compréhension de la gestion des différents projets au Cameroun. Sans transition, nous passons à la deuxième partie de cette émission. Les États-Unis sont tournés vers une échéance électorale importante, l'élection présidentielle. Est-ce que l'élection sera pour le monde un tournant majeur vers la fin de la guerre si Trump devenait président des États-Unis? C'est une donnée à prendre fondamentalement en compte. Pourquoi je le dis? Au regard des manifestations que la communauté internationale est en train de faire autour de la candidature du président jadis Donald Trump, montre à souhait que son arrivée à la magistrature suprême au niveau des États-Unis chamboulera naturellement la diplomatie internationale et même les systèmes de gouvernance au niveau international. Ceci pourquoi? Parce que ce personnage est en porte-à-faux, s'il faut le dire, avec non pas l'ensemble des décisions ou alors des orientations que porte la communauté internationale dans sa relation avec, par exemple, la Russie, la Chine. Il est dans une idéologie de coopération et de protectionnisme qui montre que ce sont des intérêts des États-Unis d'abord, Make America Great Again, ou alors ça ne se fera pas. Vous avez sa relation quand il était président avec la Chine qui montre que si vous ne respectez pas les États-Unis, je ne fais pas business avec vous. Et donc vous avez eu ce rififi là entre ces deux pays-là, sous la houlette du président Donald Trump. On a eu comment dirais-je, cette fragilisation de cette relation que les États-Unis ont avec la Chine, quelque peu concurrente d'ailleurs, il faut le rappeler ici, montre que Donald Trump, s'il revient à la magistrature suprême, il sera non pas bienvenu, il sera il y a envie d'utiliser un terme qu'on retrouve dans les hôpitaux, ausculté, pour qu'il comprenne qu'il est le bienvenu parce qu'il a gagné les élections de façon démocratique. Mais dans la matérialisation de l'idéologie occidentale sur la scène internationale, il doit suivre un certain canevas pour qu'il mette la Russie au banc des accusés, ils mettent Israël au banc non pas au banc des accusés, mais qu'il conforte ses positions avec Israël, au niveau de la Chine, qui revoit sa position en termes sur la question de Taïwan. Et donc, le président Donald Trump, il est connu pour sa non-belligérance et donc la préservation des intérêts américains sur n'importe quel territoire sur la planète. C'est pourquoi je me dis, sa venue à la magistrature suprême ne peut que chambouler les relations internationales. Et on espère, au regard déjà de la position que la Russie prend, à savoir qu'elle aimerait, pas qu'elle aimerait, elle suit de façon très, très méticuleuse les élections américaines et
ce n'est pas pour montrer ici que ça n'a aucune influence sur la scène internationale, c'est juste pour dire que Donald Trump, du retour à la Maison-Blanche, les choses vont beaucoup bouger, soit en termes de continuation de la guerre, soit en termes de rupture de la guerre. Mais au regard de ces différentes positions sur les conflits qu'il analyse, on voit bien que le président Donald Trump ne souhaite pas la continuation de la guerre, par exemple, entre la Russie et l'Ukraine. Et sur la question d'Israël, on sait bien que historiquement, les États-Unis ont toujours accompagné le peuple de Dieu. En Ukraine, la Russie pilonne sans cesse. Est-ce que c'est un signe qui montre que l'Ukraine est abandonnée à elle-même? Je dirais que oui, que oui. Vous savez, quand on prend la charge de faire un enfant, on l'éduque. À un certain moment, il s'émancipe. Et quand il s'est émancipé, il ne vous fait pas front, mais il montre juste qu'il a grandi. Et ici, la communauté internationale a cru bon de prendre sous son aile l'éducation de l'Ukraine. Aujourd'hui, les Ukrainiens, l'éducation n'étant pas terminée, se voient aujourd'hui quelque peu orphelins dans la mesure où ils ne reçoivent plus l'aide nécessaire à même de garantir une éducation, l'éducation la plus épanouie. Pourquoi est-ce que l'Ukrainien doit se sentir abandonné? Je pense qu'il y a 3 raisons à cela. La première étant le regard qu'on a aujourd'hui sur le conflit russo-ukrainien n'est plus le même. Après la survenance, comme le président camerounais le rappelait, la survenance du conflit israélo-palestinien, le conflit en Europe de l'Est est quelque peu mis au calendrier grec dans la mesure où il n'attire plus l'attention internationale et, par conséquent, les regards ne sont plus tournés vers ce conflit qui empiète sur la souveraineté de l'Ukraine. La deuxième, c'est la posture du président Volodymyr Zelensky qui aujourd'hui ne fait plus office de souverain, j'ai envie de dire ici comme dans l'Église catholique, pontife, pour dire qu'il ne mène plus aux destinées déificatrices de ce pays qu'est l'Ukraine, parce que ces décisions sont contestées sur le territoire ukrainien. Vous avez le maire de la ville de Kiev qui conteste régulièrement ces décisions. Vous avez même une confrontation de Volodymyr Zelensky avec son état-major qui l'accuse de ne point comprendre la guerre, mais de maîtriser les arcanes de la comédie. Et donc, vous voyez ce qu'il est remis à son expérience de jadis, c'est-à-dire de comédien. Et la troisième, c'est la posture de la communauté internationale accompagnée en backup des États-Unis. Ils sont confrontés à un clivage, comme le président de la République du Camerounais le rappelait, à un clivage idéologique au sein même de la communauté internationale qui ne sait plus où se situer en termes de management de conflits sur le monde. Et donc, vous avez la question israélo-palestinienne qu'il faille suivre et apporter toute son attention. La survenance de ce conflit-là est, pour certains analystes, du pain béni pour la Russie, et ce qui est fort observable ici, c'est le fait que la Russie est tranquille dans la mesure où elle continue son conflit comme si de rien n'était. Elle mène à la réalisation de ses objectifs définis dans l'opération militaire spéciale. Et donc, la communauté internationale, étant aujourd'hui partagée sur ces 2 conflits-là, et voire plusieurs, parce qu'ils sont déboutés sur le continent africain, ils sont remis en cause avec leur duplicité congénitale sur l'ensemble de la planète. Le président Maduro ne les laisse pas. Le président de Cuba n'a plus les moyens de continuer le suivi du conflit russo-ukrainien au jour le jour. Et donc, force est de constater qu'elle est elle-même empêtrée dans ce que j'appellerais ici les conflits internes
au sein de cette communauté internationale créée de nulle part pour, n'est-ce pas, essayer de régenter le monde comme il le souhaite. Et donc, je pense que les trois raisons mises ensemble montrent que l'Ukraine est abandonnée. La Russie a résisté aux sanctions. À quoi ont servi les sanctions? La Russie résistait aux sanctions, c'est du fait d'une longue préparation et d'une stratégie de riposte bien huilée qui a été mise en place par les différents stratèges russes. Et donc, si vous n'êtes pas préparé et qu'on vous sanctionne, il est logique que vous tombez, comme c'est le cas au niveau de la Centrafrique, qui faisait face aux embargos sur les armes. Pourtant, les terroristes, eux, ils n'ont pas d'embargo. Et donc, comment contourner les sanctions? La Russie est passée maître dans cet art-là. C'est pourquoi ils résistent aux sanctions qui mêlent non pas la communauté internationale, mais l'Union européenne. Ici, la Russie arrive à démontrer que l'idéologie ambiante dans le monde jadis unipolaire était une idéologie impérialiste, tout simplement, qui tendait à soumettre les peuples, à soumettre les nations au service d'une communauté dite internationale. Et donc ici, se gargariser du fait qu'on a n'est-ce pas, bravé les différentes sanctions émises sur notre pays est fort louable. Mais je ne pense pas que les Russes ont fini de démontrer que la communauté internationale, c'est juste, peut-être pas que du bavardage, mais en grande majorité, c'est la diplomatie parlementaire, j'ai envie de dire, parce qu'ils ne font que parler. Et ils mettent en place des décisions qui ne sont pas suivies. S'ils rencontrent aujourd'hui un puissant de même calibre que eux, ils ne peuvent avoir des muscles que pour les pays qu'eux-mêmes ils considèrent comme étant des pays faibles. C'est pourquoi la Russie aujourd'hui démontre que si vous avez la puissance, vous pouvez faire face à cette communauté internationale sans être inquiété. Et donc les sanctions qu'ils ont émises, on pourrait faire, comme on l'avait déjà dit, de galvaniser le peuple européen derrière une cause qu'ils ont voulu commune. Si cet objectif atteint, cela permettrait à la communauté internationale de procéder maintenant à une autre phase dans l'analyse du dossier de l'Ukraine à son intégration au sein de l'Union africaine, de l'Union européenne et de l'OTAN pour faire global de façon rapide. Et cela permettrait avec le soutien de leur population qui vivait dans une opacité informationnelle à nul autre pareil, parce qu'on a censuré les médias contradictoires. Ils n'avaient plus la possibilité d'avoir une information qui contredit ce que l'establishment médiatique pouvait dire. Et donc cela montre ici que la communauté internationale travaille à ce que son calendrier ne doit aucunement être remis en cause. Et cela aiderait, si ça avait été le cas, mais cela a échoué. Si ça avait été le cas, l'Union européenne aurait accepté, n'est-ce pas, la candidature de l'Ukraine sans tenir compte de ses statuts. Parce qu'on devait dire à situation menace globale, riposte globale, cette formule chère au président de la République camerounaise, devait être utilisée à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Et donc, l'Union européenne devait sortir un truc pareil et faire intégrer, n'est-ce pas, l'Ukraine dans son escarcelle. Cela aussi montre que l'unité européenne devait être confortée. Parce que le conflit devait se porter non plus sur l'acceptation de l'Ukraine dans l'Union européenne, mais plutôt comment l'Union européenne, avec son corps militaire constitué, riposterait maintenant aux velléités impérialistes de la Russie sur le territoire ukrainien. Parce que faisant partie maintenant de leur
communauté européenne. Et donc vous voyez ici que à ce niveau-là, les sanctions prises n'ont pas eu pour effet d'accompagner simplement l'Ukraine, mais de montrer d'abord à la population européenne que vous êtes quelque peu gouverné par une communauté qui se soucie de la paix, qui se soucie de la solidarité internationale, qui se soucie même de l'avenir des peuples européens dans son ensemble. C'est pourquoi on acceptera l'Ukraine dans la communauté parce qu'elles ont le besoin d'être protégées par une institution forte comme l'Union européenne. Ce discours devait être accepté par n'importe quel Européen, mais aujourd'hui il a échoué. Aujourd'hui, il a échoué et c'est pourquoi vous voyez ici un clivage au sein de l'Union européenne avec le président hongrois qui est un peu dubitatif sur l'acceptation de l'Ukraine dans l'Union européenne. Et j'en passe. Ceci pourquoi? Parce que la Russie a tenu bon, déjà aux sanctions qui visaient quoi? Qui visaient, n'est-ce pas, les produits pétroliers et les dérivés. Cela a démontré quoi? Et c'est là où l'Union européenne, dans ses sanctions, s'est un peu fourvoyée. Cela a démontré quoi? Que c'est une institution qui sanctionne un pays à travers dont la dépendance est forte. Et donc, vous avez ici Nord Stream 1, Nord Stream 2 qui ont été pétés et les prix sont aussi allés péter à volo, c'est-à-dire les prix ont augmenté sur le marché dans l'achat pour le commun, pour le citoyen lambda. Par exemple, le gaz a augmenté, les produits pour l'essence a augmenté. Il a fallu un réajustement pour éviter, n'est-ce pas, les manifestations sur l'ensemble des pays européens pour, n'est-ce pas, voir et comprendre que les sanctions qu'ils ont prises pour astreindre, n'est-ce pas, la Russie à se soumettre aux décisions qu'eux, ils ont voulu, ne va pas à leur avantage. Ils ont dû ajuster pour montrer qu'on ne va pas nous tromper de combat et partir soutenir l'Ukraine qui va nous enfoncer avec elle. Et donc, on va rester curieux, on va rester dubitatif quant à comment est-ce qu'on doit aider l'Ukraine. Et donc, oui, votre précédente question, l'Ukraine a-t-elle été abandonnée? Oui, voici encore une des raisons pour lesquelles l'Ukraine a dû être abandonnée. Le président Poutine a-t-il changé le monde en mettant en mal l'hégémonie américaine? En quelque sorte, oui. En quelque sorte, oui. Mais la question, de mon point de vue, c'est qu'est-ce qui est à mettre en avant quand on parle de ce que le président Poutine a changé le monde face à l'oligarchie américaine? C'est son courage. C'est son courage et sa détermination à faire du Russe un citoyen respecté dans le monde. C'est ce qui manque à nos différents chefs d'État. On le retrouve un peu dans le magistère de Traoré, le président de la transition au niveau du Burkina Faso. Et donc c'est son courage. Il a jugé nécessaire d'aller confronter les États-Unis dans leur fauteuil. Et de là, il s'est rendu à l'évidence que les États-Unis utilisent, n'est-ce pas, la manipulation pour soumettre les nations. Vous ne devez pas avoir la planche à billets, mais eux, ils ont la planche à billets. Vous devez recourir aux dettes internationales sous une monnaie internationale qu'est le dollar, mais vous devez vous soumettre à la dévaluation, par exemple, du dollar qui viendra affecter votre économie. C'est ce système financier que le président de la Camerounais remet en cause et qui dit que l'accession au financement international c'est raréfié. Et donc, le courage du président Poutine montre qu'on peut aller au fronton avec cette nation-là et gagner, et chambouler même la logique gouvernante de ce monde. Et c'est ce qu'il a fait. Il l'a fait avec beaucoup de minutie, avec beaucoup de stratégie qui est en backup. Parce que aller,
faire une opération militaire spéciale en Ukraine, sans toutefois se faire inquiéter, il faut le faire. Et ceci du fait qu'il a pris le pouls de la puissance et de la force des États-Unis dans le conflit au niveau de la Syrie, parce qu'ils n'ont pas réussi à faire dégager Bachar al-Assad, la communauté internationale y compris, pas que les États-Unis. Et donc, cela conforte le président russe dans sa nouvelle vision du monde, qui voudrait voir une multipolarité et non une unipolarité, qui confine les nations à rester sur un plan de subjuguer et de dominer. Or, lui, il voit la souveraineté des États comme pilier essentiel dans la gestion de la chose internationale. Ce que les États-Unis ne voient aucunement pas. On ne peut que regarder les différents accords qu'ils ont essayé de mettre en avant pour montrer la primauté des entreprises sur la souveraineté des nations. Parce qu'une entreprise pouvait aujourd'hui, ou alors a la capacité aujourd'hui de vous traîner en justice, et vous allez perdre naturellement parce que vous êtes soumis par une législation qu'ils ont créée de toutes pièces pour démontrer la primauté des investisseurs, parce que c'est eux les créateurs de richesses et donc il ne faut pas les frustrer. L'État n'est que l'un régulateur, eux sont les créateurs. Et donc, vous voyez ici que le président Poutine démontre que la souveraineté des nations, c'est ce qui assure même d'abord la création des richesses. S'il n'y a pas de souveraineté, il y a naturellement conflit, ou alors il y a accaparement des richesses de ce territoire-là pour le bénéfice d'un autre territoire, comme les États-Unis faisaient et la bande qui les accompagne dans un monde unipolarisé. Aujourd'hui, les yeux étant ouverts, on se rend à l'évidence que les marges de manœuvre que le président Poutine donne au monde sont énormes. Vous voyez aujourd'hui sur le continent africain, on peut se référer au discours du président Poutine pour dire que vous nous refusez le financement, on peut aller chercher Gazprom pour venir financer ou alors exploiter notre minerai. On aura la possibilité de rentrer dans nos fonds et cette négociation-là sera faite de façon respectable. Il n'y aura pas de mesure de dupe qui sera en sourdine ou alors une corruption ambiante pour l'accaparement juste de cette matière première-là au détriment de la population qui doit bénéficier de son bien. Et donc, vous voyez ici que ce courage du président Poutine a mis à jour, n'est-ce pas, la réflexion qui doit entourer la gestion des États-Unis sur la scène internationale. C'est cette gestion impérialiste qui n'aide pas les nations à se développer, mais plutôt à les garder dans la position, à faire un statu quo tout simplement, et eux continuer à piller et à enrichir certains pontes du régime qui logent leurs fonds au niveau des États-Unis. Et quand il y a du brouhaha, on leur rappelle que vos fonds sont ici et ce sont les fonds de la corruption. Et donc, ils seront gelés. Et rebelote, et il y a African Young Leaders, la fabrication de jeunes leaders africains, qui est une pépinière, n'est-ce pas, qui tend à montrer que vous êtes moulés à la logique occidentale, à la logique américaine, à la logique européenne. Vous ne pouvez tenir un discours que parce que vous épousez la logique de gouvernance de la communauté internationale. C'est pourquoi le président Poutine essaye de montrer un autre horizon qui aide à faire une lecture non pas biaisée, mais une lecture factuelle dans la recherche des intérêts des nations. Est-ce que si je coopère aujourd'hui avec la Russie, j'ai mon intérêt qui est garanti? La réponse est oui. Est-ce que si je coopère avec la France, j'ai un intérêt qui est garanti? La réponse est non. Parce qu'elle est toujours là à réfléchir comment vous pillez sans toutefois que eux, ils ne payent quelque chose derrière. Non, le président Poutine a donné, n'est-ce pas, une nouvelle lecture de la scène internationale qui aide les nations à avoir un peu une bouffée d'oxygène pour gérer leurs affaires dans leurs différents pays. Monsieur Toga, pour finir, où s'arrêtera le président Poutine? Quelle est l'issue pour la fin du conflit? Les spécialistes s'accordent à dire que la Russie gagnera
la guerre. Avant de terminer mon propos sur votre question, j'aimerais compléter la précédente et dire, par exemple, que les États-Unis et l'idéologie ambiante empreinte de valeurs occidentales est chamboulée. C'est chamboulé. Pourquoi? Parce que la question, aujourd'hui, il ne faut pas se cacher pour prononcer, la question de l'homosexualité, de LGBT et tout ce qui va avec, est remis en cause. Parce qu'on revient dans une certaine orthodoxie et qui est confortée dans la Constitution des nations. Aujourd'hui, on avait peur, par exemple, de criminaliser l'homosexualité. Aujourd'hui, le président Poutine a conforté les nations, a criminalisé l'homosexualité et de montrer que ce n'est pas une chose qui développe les nations, c'est autre chose. Parce qu'aujourd'hui, le discours occidental, c'est de dire, vous faites comme on le veut, vous avez le financement, le chantage économique. Et donc, le président Poutine accompagne les nations à obtenir du financement sans ce chantage économique qui dit, vous promouvez nos valeurs, vous avez le financement. Vous ne le faites pas, vous n'avez pas de financement. Et le Niger aujourd'hui est en voie de tisser des liens économiques avec la Russie sans toutefois mettre en avant ces valeurs-là. Et maintenant, pour répondre à votre précédente question, je dirais simplement que Maria Zarapova a dit que ce n'est pas la communauté internationale qui détermine quand est-ce que, si la Russie va perdre la guerre ou pas. L'opération militaire spéciale va s'acheminer comme les Russes le veulent et ça se terminera avec la victoire du Russe parce que le Russe va gagner. C'est ce qu'elle dit, je paraphrase. Mais c'est un article qui est paru aujourd'hui dans le quotidien Lotas, ce journal russe. Et donc, vous voyez que ils sont confiants de leur victoire et donc on ne saurait ici dire jusqu'où ils vont aller, quand est-ce qu'ils vont arrêter de faire la guerre, est-ce qu'ils vont même s'arrêter, est-ce qu'ils ne vont pas continuer sur d'autres territoires comme certains analystes le disent. Et donc, sans toutefois lire dans une boule de cristal, je peux tout simplement dire que la dénazification, le respect du russe partout où besoin sera et je pense que l'autre objectif que j'oublie doit être respecté pour que la guerre s'achève. Et c'est à ce moment-là qu'on verra, n'est-ce pas, les différentes visées. S'ils sont impérialistes, comme le président français essayait de le faire savoir en 2022 quand il était rencontré son homologue camerounais, il essayait de le faire comprendre que la Russie n'a que des visées impérialistes et qu'ils vont continuer après l'Ukraine à le faire au niveau du continent africain, le faire au niveau de l'Asie, de l'Est, et j'en passe. Et donc, moi ici, je ne peux que observer que le président russe reste pour l'instant mordicus sur les objectifs qu'il s'est fixés. Et ma foi, s'il y a des nazifications et qu'on l'aide à dénazifier l'Ukraine, et s'il y a non-respect du russe, qu'on l'aide à faire respecter la langue russe, déjà même sur le territoire ukrainien, parce qu'il y a des russophones. La Rada avait interdit de parler le russe sur son territoire. Pourquoi est-ce qu'elle l'a fait? Elle doit revenir sur ces positions-là et conforter, n'est-ce pas, ses citoyens de langue qui ont le russe en partage de s'exprimer librement sur le territoire. Et là, je pense qu'on va construire quelque chose qui aiderait à créer une amicalité entre les différents citoyens de ce territoire qui sont aujourd'hui divisés. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous pour nos prochaines éditions de Géopolitique.